chères étudiantes, chers étudiants, notre pays vit depuis quelques semaines la pandémie au coronavirus. Sous les directives éclairées de notre auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, notre pays a pris et a appliqué un certain nombre de mesures sur le plan sanitaire, sur le plan économique, mesures susceptibles de réduire les effets de cette pandémie. 13 mars, rappelez-vous, décision d'arrêter les cours en présentiel, et là, je tiens à remercier tous nos enseignants, toute l'équipe informatique et tout le corps administratif et technique de la faculté pour la grande mobilisation dès le week-end du 14-15 mars pour préparer en extrême urgence des cours et pour leur mise en ligne. Et je vous rappelle que dès le lundi 16 mars 8 h, nos étudiants des deux filières médecine et pharmacie, de la première à la 5e année, ont pu suivre leurs cours à distance. Deuxième date importante, le 20 mars, est la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au niveau du Royaume et donc le confinement des citoyens qui doivent rester à leur domicile et ne sortir que lorsqu'il est vraiment nécessaire. Chers étudiants, vos enseignants savent tous que vous suivez quotidiennement les informations relatives à l'évolution de la pandémie sur les différentes chaînes télé, sur les réseaux sociaux. Mais, devant l'évolution de la situation, nous avons jugé à la Commission des affaires pédagogiques et académiques de notre faculté, nous avons jugé qu'il était impératif que vous puissiez avoir recours à l'analyse de la situation, recours à la bonne information, recours à la vérité scientifique et à ce que vous puissiez garder contact avec vos enseignants. Vous le savez, des professionnels de santé marocains, civils et militaires, sont mobilisés depuis plusieurs jours dans cette lutte et partout dans le Royaume. D'un autre côté, vous le savez aussi, nos étudiants de 7e année sont en stage interné dans différents hôpitaux régionaux et préfectoraux et dans les établissements de soins de santé de base. Nos étudiants de 6e année sont aussi en stage au niveau de quelques établissements de soins de santé de base de notre région et au niveau des différents services du centre hospitalier universitaire Ibn Rushd. C'est la raison pour laquelle il est important que vous puissiez vivre pleinement cette expérience en suivant l'évolution de la pandémie sur les volets épidémiologiques, médical, sur le volet de la recherche et surtout, tirer tous les enseignements nécessaires qui vous serviront pendant toute votre carrière au service de vos patients. Vous le savez aussi, depuis 48 heures, notre région de Casablanca-Stade est la région du Royaume la plus touchée et elle compte depuis 3 jours le plus grand nombre de testés positifs au coronavirus. Et les chiffres d'aujourd'hui montrent, on va le voir, qu'on est loin devant les autres régions. Enfin, consciente donc de sa responsabilité sociétale, en plus de sa mission de formation et de recherche, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Hassan II de Casablanca vous propose donc cette émission qui sera régulière, qui sera interactive et qui va être composée de 4 rubriques. Une première rubrique s'intéressera à la situation des données chiffrées au Maroc et qui seront analysées à chaque fois et commentées par nos invités. Une seconde rubrique, le sujet principal qui vous intéresse. Une troisième rubrique qui sera consacrée aux bonnes règles et aux bonnes pratiques avec les messages importants que vous devez connaître et surtout partager et diffuser avec les vôtres et sensibiliser un maximum de citoyens. Enfin, une 4e rubrique sera consacrée à vos questions que vous pouvez poser et nous adresser par écrit ou par vidéo à l'adresse suivante uh2fmpc.questioncovid19@gmail.com. Et là, je vous annonce quelques thématiques qui ont été retenues par la Commission des affaires pédagogiques et académiques de notre faculté pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous allons voir le Covid-19 et les données virologiques, mais d'autres thématiques vont avoir lieu. L'acheminement des examens, la régulation téléphonique, quand penser à une infection par le Covid-19,
l'accueil aux urgences, les équipements de protection individuelle, comment se protéger en milieu hospitalier ou en établissement de soins de santé de base, les mesures d'hygiène de base justement, comment s'habiller, comment se déshabiller, les protocoles de prise en charge de la COVID-19, la chloroquine et l'hydrochloroquine, l'intubation et l'aspiration des patients, les travailleurs à risque au milieu de soins et les précautions à prendre en rentrant chez soi. Pour cette première émission, j'aurai le plaisir d'être accompagné par deux de vos enseignants que vous connaissez très bien. À ma droite, professeur Nadia Taheri Jouti, qui est professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Et en même temps, c'est notre vice-doyen de la faculté. Bonjour Madame Taheri. Bonjour et bonjour à nos chères étudiantes et étudiants. Et à ma gauche, et vous allez remarquer que nous avons respecté la distanciation sociale, nous sommes à 2 mètres pratiquement chacun de l'autre. À ma gauche, je disais, professeur Khalid Zarouali, qui est aussi professeur de l'enseignement supérieur de virologie, bactériologie. Et si Zarouali, vous êtes aussi président de la Société marocaine d'hygiène hospitalière. Bonjour, monsieur le doyen. Bonjour à nos étudiants. Je suis ravi d'être avec vous dans cette émission aujourd'hui. Je rappelle que nous travaillons à distance puisque les circonstances actuelles l'imposent. Merci, monsieur Zarouali. Et on démarre donc avec la première rubrique de l'émission et qui est dédiée aux chiffres, aux données chiffrées. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 mars. Et quelle est la situation dans notre pays? Eh bien, nous sommes à 358 cas testés positifs, donc confirmés, sur 1455 qui étaient négatifs. Nous sommes à 11 guérisons et malheureusement, nous déplorons 23 décès jusqu'à aujourd'hui, samedi 28 mars à 8 heures. Nous remarquons donc une accélération des testés positifs. Professeur Zarouali, quel serait votre premier commentaire? Bon, moi je dirais qu'on s'attendait un petit peu à ces chiffres. Cette accélération, elle est vue dans toutes les pandémies qu'on peut assister à cette augmentation. Heureusement que le confinement est rentré au Maroc plus tôt. Et c'est ça ce qui fait encore retenir ces chiffres à des valeurs encore bien tenues. Et aussi une augmentation du nombre de décès. Nous sommes aujourd'hui à 23 décès et nous avons remarqué bien que c'était hier où nous avions eu le maximum de décès. Ça aussi, c'est remarqué parce qu'on commence à recruter et avoir au niveau de nos hôpitaux des cas qui sont sévères et ce n'est pas étonnant d'avoir ce nombre de décès aussi augmenté. Alors là, on va s'intéresser un peu à la répartition géographique des testés positifs au niveau des différentes régions du royaume. Et là aussi, nous l'avons remarqué que notre région, la région de Casablanca-Stade, elle détient le plus grand nombre de testés positifs, à savoir nous sommes exactement à 107 cas confirmés positifs et on a commencé à prendre un peu la première place depuis pratiquement 72 heures et je fais remarquer que la deuxième région c'est Fès Meknès et celle de Rabat, Ksal et Kenitra et qui compte 63 cas positifs chacun. Pour vous dire, Casablanca-Stade c'est 107 et la deuxième région classée deuxième est à 63. Une grande différence qui commence à s'établir aussi. Est-ce que nous avons une explication un peu à cette augmentation? Ben moi, je dirais que puisque la population de Casa-Stade, de notre région, ça constitue à peu près le 1/5 de la population au Maroc. Donc ce n'est pas étonnant de voir le grand nombre de cas enregistrés au niveau de cette région. La deuxième région qui vient, c'est la région Fès Meknès. Et là aussi, c'est surtout au nombre de cas groupés qui étaient enregistrés au niveau de la ville de Meknès. Merci, Monsieur Zarouali. On passe à la deuxième rubrique, dite le sujet du jour, donc un sujet intéressant qu'on va développer à chaque émission.
cette première émission, nous avons vu qu'il va falloir parler d'abord de cet agent pathogène, d'abord de ce virus. Il est dit coronavirus. On parle aussi de quelque chose qui s'appelle Covid-19. Donc, professeur Zerouali, c'est quoi la définition de ce virus exactement? Alors, je vais commencer par définir cet agent pathogène. C'est un coronavirus. Il s'agit en fait d'une vaste famille qui peut entraîner un certain nombre d'infections, et en particulier des infections respiratoires. Alors, qui peut aller d'un simple rhume jusqu'à des maladies plus graves, tels que des syndromes respiratoires du Moyen-Orient, qu'on a connus dans les années 2012, c'est ce qu'on appelle le MERS. Il y a également le syndrome respiratoire aigu, le SARS, qui était le premier qui était connu en 2003. Et puis, ce dernier, qu'on appelle le SARS-CoV-2, en analogie avec le premier, et qui donne aussi des infections respiratoires aiguës très, très sévères. Alors, le virus est le 7e de la famille, qui a connu et qui peut infecter les humains. Donc, on a vu qu'il y en a 3 qui donnent des infections sévères, puis il y en a 4 qui donnent des infections bénines et qui ne sont pas avec des symptômes modérés. Et puis, grâce aux analyses réalisées par des virologues, on a pu montrer que ce dernier virus a développé 2 caractéristiques, et je vais revenir sur ces caractéristiques qui déterminent notre SARS-CoV-2. Mais avant de voir tout cela, voyons un petit peu en ce qui concerne la taxonomie et la structure de ce virus. Alors, ce virus, il appartient à la famille des orthocoronavirus, et plus particulièrement au genre bêta-coronavirus. La taille de ce virus, elle est très très petite, de l'ordre de 80 à 160 nanomètres. Et la structure, elle est composée d'un nucléocapside qui est mêlé à de l'ARN. Donc le génome, c'est un ARN simple brun de polarité positive. Donc nos étudiants connaissent un petit peu toutes ces données virologiques. Cette nucléocapside est caractérisée par la présence d'une protéine qu'on appelle la protéine N. Et cette protéine joue un rôle très important. On pourra y revenir par la suite parce qu'elle est même l'une des bases sur lesquelles est basé le diagnostic. Puis, on retrouve, le tout est entouré d'une membrane, et sur cette membrane, il y a présence de 2 autres protéines, la protéine M et la protéine E. Et tout cela entrecoupé par des spicules. Ces spicules, ce sont des glycoprotéines caractérisées par cette glycoprotéine qu'on appelle S. Alors cette glycoprotéine, je voudrais un petit peu m'attarder sur ça, elle joue un rôle très important dans la fixation du virus sur la membrane cellulaire, parce qu'elle va trouver un récepteur, ce qu'on appelle ACE2, donc c'est une enzyme de conversion de l'angiotoxine, et cette fixation est due à la présence de cette glycoprotéine S. Et lorsqu'on va encore plus en détail, cette fixation n'est permise que grâce à une autre enzyme qui est aussi transmembranaire et qui va activer à son tour cette glycoprotéine, et une fois qu'elle est activée, va retrouver facilement son site de fixation sur la cellule, et ainsi le virus va se retrouver à l'intérieur de la cellule épithéliale, par exemple au niveau de l'épithélium pulmonaire, et c'est comme ça que va démarrer toute la réplication du virus. Alors ici, M. Zerouali, c'est un peu la famille de ce virus. Nous avons eu sa description. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aussi et intéresse les étudiants, c'est comment se prévenir. Et finalement, ce virus, qu'est-ce qu'il a de particulier? Quelles sont ses particularités? Quelles sont ses spécificités en matière de virulence, justement, pour pouvoir un peu vaincre?
Ben, écoutez, monsieur le doyen, et là je m'adresse aux étudiants pour essayer un petit peu de faire apparaître cette différence par rapport aux autres virus connus de cette famille de coronavirus ou par rapport aux précédents qui engendraient également des infections respiratoires aiguës. Il y a deux caractéristiques. Il y a une mutation dans le domaine de la fixation de cette ACO2 qui va reconnaître cette protéine spike et par la suite, cette mutation va permettre une liaison avec une forte affinité avec le récepteur ACO2 humain. Deuxième caractéristique que a subi ce virus par rapport au précédent, c'est l'insertion au niveau d'un site de clivage au niveau de la protéine, justement de cette protéine S, parce que cette protéine S, elle est formée par deux sous-unités, S1 et S2, et au niveau de cette jonction, au niveau de deux sous-unités, il y a un nouveau site de clivage qui s'est inséré et qui va permettre plus facilement l'entrée du virus au niveau de la cellule. Alors, M. Zerouali, notre émission, elle est pour les étudiants d'abord, mais elle peut être vue par plusieurs étudiants, pas seulement de médecine ou de pharmacie. Et l'idée un peu aussi, c'est que ce qu'on va dire, les messages soient retenus par les étudiants et qu'ils soient transmis un peu partout dans leur entourage et à travers les réseaux sociaux. Finalement, ce virus que nous ne voyons pas, où est-ce qu'il est finalement, ces réservoirs? Où est-ce qu'on le retrouve? Alors, le réservoir de ce virus, lorsqu'on va parler de ce virus à l'échelle humaine, le virus va se retrouver au niveau de l'oropharynx et il peut être transmis à partir de ce oropharynx, par exemple, lorsque quelqu'un qui va éternuer, qui va parler, qui va tousser, ce virus va se retrouver dans l'air. Il peut rester quelques moments, quelques minutes au niveau de l'air, puis il va descendre et il va toucher toutes les surfaces. Et c'est pour cela qu'on insiste toujours sur ce lavage des mains. Parce que lorsque le virus va décompter et il va se déposer sur toutes les surfaces, et si on touche ces surfaces, et par mégarde, par la suite, on pourra ramener la main au niveau de la bouche, au niveau des yeux et partout. Et c'est comme ça que le virus peut se transmettre. Donc ça, c'est le premier moyen et qui joue un rôle très important dans cette transmission. Deuxième moyen de transmission, c'est la transmission directe par ces gouttelettes de fulge qui sortent. Et lorsqu'on se trouve en face d'une personne et qu'on ne respecte pas justement cette distance de 1 mètre à 1 mètre 50 entre les personnes, on peut avoir une transmission directe lorsqu'on va inhaler ces gouttelettes de fulge et le germe va se retrouver au niveau de l'oropharynx. Donc nous avons vu le terme coronavirus et sa famille. Maintenant, le terme relayé un peu partout. Quand on dit Covid-19, je sais que c'est la pathologie. Est-ce que vous pouvez parler un peu du terme Covid? Il désigne quoi exactement? Et puis un peu la transmission, nous avons parlé de la propagation. On n'a pas parlé par contre de la période d'incubation. Donc Covid-19 c'est quoi? Et l'incubation, en sachant les symptômes, ils sont connus maintenant. On parle de toux, on parle de fièvre, on parle de grande fatigue avec d'autres symptômes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la Covid-19, le terme? Alors, le Covid-19, donc vous voyez que c'est un terme qui est composé de deux termes et ça a été même proposé par l'OMS pour ne pas avoir de stigmatisation en ce qui concerne tel ou tel pays. Alors, le co, c'est lié directement à cette famille de corona. Donc, on a pris le premier préfixe de corona. Et puis, le V, c'est bien sûr virus. Et c'est lié à la maladie, donc infectious disease. Et donc, ce qui va donner le Covid. Le 19, c'est l'année où il a été découvert la première fois et où on l'a connu en Chine, donc c'était en décembre 2019 et c'est à partir de la ville de Wuhan où il s'est propagé, où il y a eu la montée de cette flambée de ce virus. Donc la maladie, elle est caractérisée par cette infection respiratoire aiguë et avec quelques symptômes quand même qui surviennent souvent chez les patients, tels que la fièvre,
qui est retrouvé pratiquement dans 90% des cas. Et puis, on peut retrouver un mal de gorge, un écoulement du nez, congestion du nez, de la toux. Donc, tous ces symptômes peuvent se retrouver chez un malade touché par cette Covid-19. Incubation, M. Zarouali? Alors l'incubation, là aussi, les études ont été faites sur un certain nombre de cas. Actuellement, les estimations, ils disent que ça peut aller de 1 jour jusqu'à 14 jours. Donc ce qui reste très vaste. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on demande ce confinement de 14 jours dans le cas où il y a une suspicion d'un cas. Et en moyenne, d'après ce qui a été retrouvé, ça tourne entre 5 à 6 jours. Alors, chers étudiants, vous retenez que le terme Covid-19, c'est la maladie infectieuse virale liée au virus corona et 19 découverte en 2019. Donc, quand on dit Covid-19, c'est la pathologie elle-même. Dernière question, M. Zarouali. Ce virus, vous ne m'avez pas répondu. Où est-ce qu'il est finalement? Où est-ce qu'il survit? Où est-ce qu'on le trouve? Mis à part, il peut être transmis par le flux. Où est-ce qu'on le retrouve finalement? Où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il peut vivre? Et pour quelle durée? Alors, j'ai signalé tout à l'heure que ce virus, lorsqu'il sort par ces gouttelettes de fulge, une grande partie va se déposer sur les surfaces, sur l'environnement. Et c'est pour cela que c'est un virus qui a une capacité assez importante de survie. Plusieurs études ont été réalisées dans ce sens. Ça a commencé avec des études chinoises lorsqu'on a commencé à voir des flambées de cas de Covid-19. Et ces études ont montré que la survie du virus dans l'environnement dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça dépend de la température, ça dépend du type de surface sur lequel le virus va survivre. Ça dépend de l'humidité dans l'atmosphère. Donc, plusieurs facteurs ils sont assemblés, mais d'une façon générale. Je peux dire que, selon plusieurs études, que ce virus peut aller jusqu'à, par exemple, survivre 4 jours sur le bois ou sur l'acier. Il peut aller jusqu'à 5 ou 6 jours, par exemple, sur une surface en verre. Et ça peut aller jusqu'à 9 jours sur le plastique. Et là, j'en profite pour parler justement de ce moyen de propagation, parce que le latex est aussi assimilé à du plastique. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut éviter de mettre des gants lorsque on est amené à faire des gestes quotidiens, parce que le virus peut se propager par l'intermédiaire de ces gants, beaucoup plus que lorsqu'on ne met pas de gants et on se lave les mains. Merci, M. Zarouali. Donc, nous avons vu un peu les données virologiques de cet agent pathogène. Le but, bien entendu, c'est de réduire la contamination et la propagation de ce virus. Donc, on passera à la troisième rubrique qui est dite les bonnes pratiques. L'essentiel aujourd'hui, maintenant que nous sommes en pandémie, c'est d'instaurer ces bonnes pratiques pour nos étudiants, pour vous, chers étudiants, et que, encore une fois, que vous pouvez transmettre un peu ces bonnes pratiques dans votre entourage, là où vous êtes, que ce soit à la maison, que ce soit autour de vous, que ce soit grâce justement à ces réseaux sociaux. Et je donne la parole à Madame le professeur Nadia Taheri-Joté. Merci Monsieur le doyen, merci professeur Zarouali pour toutes ces données. Alors finalement, que faut-il retenir? Je pense que s'il y a des conseils à prodiguer à votre entourage et des conseils à mettre en pratique lorsque vous allez avoir à prendre en charge ou lorsque actuellement vous prenez en charge les patients qui vous sont confiés, parmi ces conseils, le premier qui a déjà été évoqué par Monsieur le professeur Zarouali, c'est effectivement le lavage des mains. Le lavage des mains doit être réalisé, alors soit avec de l'eau et du savon, soit avec une solution ou un gel hydroalcoolique lorsque il n'y a pas à disposition de l'eau et du savon. Cette procédure de lavage des mains doit répondre à 2 exigences. La première, c'est la régularité et la seconde, c'est la rigueur.
La régularité, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'il va falloir procéder au lavage des mains à intervalles réguliers et dans certains cas impérativement, par exemple lorsqu'on revient de l'extérieur, qu'on était dehors et qu'on rentre, et par exemple toujours avant de manger, il faut se laver les mains, et puis à chaque fois qu'on a été en contact avec des supports, comme l'a expliqué professeur Zarouali, susceptibles d'être contaminés. Deuxième conseil à prodiguer à votre entourage et à mettre vous-même en pratique, finalement, à partir d'une phrase toute simple, il ne faut pas se toucher le visage avec les mains. Alors pourquoi ne faut-il pas se toucher le visage avec les mains? Avant de répondre à cette question, j'en poserai une autre. Quelles sont les voies d'entrée du virus? Je pense que M. Zarouali a déjà bien expliqué ça, mais je reviens là-dessus parce que je pense que c'est important. Les voies d'entrée sont la bouche, la cavité buccale, le nez et l'œil. On peut donc dire, en conclusion, que les mains sont le lien ou sont l'intermédiaire principal avec notre environnement. Ce sont nos mains qui vont être en contact avec tous ces supports susceptiblement contaminés dont a parlé M. Zarouali. Et lorsqu'on touche notre visage, c'est avec nos mains. Nous pouvons donc conclure que main sale ou main contaminée, plus toucher du visage, va entraîner un risque beaucoup plus élevé, un risque élevé de se contaminer. Voilà. Donc pour récapituler, premièrement, le virus, il est partout sur la surface, donc on peut le toucher. Il faut se laver les mains régulièrement et correctement, et il ne faut pas mettre la main sur le visage pour ne pas introduire le virus par la bouche, par le nez ou sur les yeux. Petit détail, nous aurons à visualiser une démonstration faite à la faculté de médecine, pharmacie de Casablanca pour le lavage des mains. Et petit détail, nous avons utilisé un colorant noir pour voir justement la diffusion du produit quand on lave les mains. Le produit, ça peut être le savon pour le lavage des mains ou la solution ou le gel hydroalcoolique à défaut de possibilité de se laver les mains. On visualise. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes de la friction hydroalcoolique des mains. Pour ce faire, donc, on a prévu de la peinture et on va imaginer que cela est la solution hydroalcoolique qu'on utilise d'habitude pour se laver les mains. Une petite noisette de solution hydroalcoolique dans le creux de la main. Donc la première étape, c'est la friction paume contre paume. La deuxième étape, c'est le dos de la main. La troisième étape, c'est on va frotter les parties des ongles au niveau de la paume de la main contralatérale. Donc la quatrième étape, c'est la friction des pouces. Et la dernière étape, c'est les poignets. Toute la surface de mes mains est couverte par le gel hydroalcoolique, représenté ici dans cette vidéo par de la peinture, pour qu'on puisse bien suivre la répartition de ce produit au niveau des mains. Nous avons donc vu la procédure, comment se laver les mains correctement au savon ou comment appliquer une solution ou un gel hydroalcoolique, mais comment toucher toutes les zones de la main sans rien oublier pour justement éliminer ce potentiel virus, encore une fois, qui est sur des surfaces et qu'on peut avoir dans les mains. Des commentaires, Madame Tahiri? Oui, j'ai envie de dire, c'est une procédure qu'on vous a présentée, mais en même temps, c'est une démonstration. Parce que le fait d'avoir mis du colorant sur les gants, vous voyez bien qu'on a l'impression, lorsqu'on se lave les mains ou lorsqu'on met du gel ou de la solution hydroalcoolique,
on a le sentiment qu'on est véritablement passé, qu'on a couvert toute la surface des mains et éventuellement des poignets. Et là, vous avez la démonstration que pour véritablement arriver à traiter toute la surface de la main, il y a des gestes bien particuliers qu'il faut faire. En l'occurrence, par exemple, au niveau des ongles, la manière de frotter les ongles et la manière de frotter entre les doigts. Donc je pense que c'est une procédure et en même temps, c'est une démonstration. On arrive à la quatrième et dernière rubrique de l'émission, rubrique très intéressante dans la mesure où c'est vos questions, chères étudiantes, chers étudiants, que vous pouvez nous poser, que vous pouvez poser à travers l'émission à vos enseignants, à vos spécialistes. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions soit par écrit, soit même des vidéos que vous pouvez envoyer à l'adresse suivante UH2 comme Université Hassan II, FMPC comme Faculté de Médecine Pharmacie Casablanca, .question avec S, covid19@gmail.com. Et on va prendre une première question d'un étudiant ou d'une étudiante. Bonjour, on a entendu dire que les tests rapides relatifs au SARS coronavirus 2 ne détectent le virus qu'après plusieurs jours de la contamination et qu'ils peuvent donner des faux négatifs, notamment s'ils sont faits en début de période d'incubation ou avant l'apparition des symptômes. Donc ma question est la suivante, qu'en est-il de la sensibilité de ces tests et est-ce que leur rapport bénéfice-risque justifie leur utilisation? Et merci. Donc cette première question, elle est relative, M. Zarouali, au diagnostic, aux tests rapides, sachant que jusqu'à aujourd'hui, 28 mars, les tests se font exclusivement à Casablanca et à Rabat. Quelle serait votre réponse? Effectivement, il y a 3 laboratoires qui sont agréés maintenant par l'État, par le ministère de la Santé, qui sont l'Institut Pasteur à Casablanca et l'Institut d'hygiène à Rabat et le laboratoire de l'hôpital militaire de Rabat également. Il existe différents tests qu'on peut réaliser. Le test le plus approprié, c'est par PCR, la recherche du génome du virus au niveau du prélèvement. Mais il existe actuellement d'autres tests qui ont été développés, notamment la recherche des antigènes viraux. Et là aussi, c'est un créneau qui commence aussi à se développer. Et également, maintenant, il a été développé par certaines firmes, la sérologie, la recherche des anticorps. Alors, pour répondre à notre étudiant, le test, lorsqu'on va le réaliser, on le réalise après avoir les débuts des symptômes. Et après le début des symptômes, le test ne rate pas parce que le virus, il est là et on va le détecter, on va faire une amplification du génome et on va l'avoir au niveau du prélèvement. Par contre, effectivement, certains tests ont été réalisés précocement, lorsque les symptômes n'étaient pas là ou lorsque le patient se présentait encore tout à fait au début alors que le virus n'a pas eu encore le temps de se développer, c'est là où on peut avoir un risque d'avoir un test faussement négatif. Mais jusqu'à présent, tous les tests réalisés après le début des symptômes restent positifs. Très bien. Donc, je rappelle aussi que vous le savez, chers étudiants, que la période d'incubation est de 1, 2 à 14 jours et qu'on peut être porteur du virus, mais sans symptômes. On prendra la deuxième question. Et ce virus, est-ce qu'il peut être transmis par le sang? M. Zarouali, question Oui. très claire. Est-ce que le virus peut être transmis dans le sang? Alors, et je pense que cet étudiant, il pense bien entendu au prélèvement sanguin, à la transfusion, etc. Alors, je dirais qu'il existe ce risque, mais il est très très minime. Parce que, selon la physiopathologie de ce coronavirus, il s'est avéré que le passage, la virémie, elle est très très courte. La phase de virémie, elle est très courte dans le sang et rapidement, il va se localiser au niveau des poumons et c'est là où il va se multiplier. Et donc, le passage dans le sang où on peut avoir ce risque, il reste très très faible et il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Très bien. Donc, finalement, risque très minime d'avoir une transmission par le sang et de toutes les manières, retenez encore une fois que le virus, il peut être devant nous sur les surfaces et au niveau de nos mains. On prend la troisième question.
Existe-t-il un vaccin contre le coronavirus? Voilà donc troisième question très courte et la question que se pose le monde entier est dite ici par une étudiante. Est-ce qu'il y a un vaccin? Je pense que la réponse aujourd'hui c'est non. Mais au fait, M. Zarouali, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un jour un vaccin contre ce coronavirus? Tout à fait. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un vaccin entre les mains pour ce virus. Les équipes de recherche travaillent à arrache-pied pour essayer de développer un vaccin. Et il y a différentes tentatives maintenant et différents protocoles pour essayer de mettre au point un vaccin valable. Et tout à l'heure, j'ai parlé justement de cette fixation du virus, comment on peut empêcher justement cette fixation ou comment on peut avoir un taux d'anticorps rapidement augmenté dans le sang. Et ce sont des pistes qui sont actuellement suivies en matière de lutte contre ce coronavirus. Merci, M. Zarouali. Donc, nous avons pu prendre 3 questions de 3 étudiants, 2 étudiants et une étudiante. Rappelle encore une fois que les étudiants peuvent nous envoyer leurs questions à travers une adresse mail. Ils peuvent préciser aussi leur nom, leur prénom, leur filière médecine, pharmacie et l'année d'études. Et je rappelle l'adresse, c'est uh2fmpc.question avec s covid19@gmail.com. Nous arrivons donc au terme de cette première émission. Donc les questions des étudiants, nous allons les recevoir, nous allons les traiter, nous allons voir un peu quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent pour justement avoir ici vos enseignants qui vont essayer, qui vont répondre un peu à ces questions. Je voudrais remercier à la fin mes collègues, professeur Nadia Taheri-Joti, pour nous avoir accompagnés, et professeur Khalid Zarouali, qui je rappelle les deux sont des professeurs de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Si vous permettez, Monsieur le Doyen, et je me permets de m'adresser à nos étudiants pour le mot de la fin, je dirais que actuellement nous sommes dans une situation critique et les jours à venir seront encore plus critiques, particulièrement la semaine prochaine jusqu'à 2 semaines. Donc on devrait être encore plus vigilant et de respecter tout ce qui est confinement. C'est parce que c'est avec ces mesures-là qu'on peut diminuer le nombre de cas et le contact pour faire exploser le nombre de cas dans notre pays. Je dirais que la situation n'est pas fatale. Avec toutes nos mesures et lorsque on va mettre la main dans la main, on arrivera à convaincre cette pandémie et je l'espère bien le plus tôt possible. Madame Taheri, un petit mot de la fin. Oui, moi je crois que j'aimerais insister encore une fois sur les mesures à prendre, le lavage des mains, ne pas se toucher le visage. Quand on ne peut pas se laver les mains avec de l'eau et du savon, utiliser le gel hydroalcoolique ou la solution hydroalcoolique. Mais pour rester sur une note optimiste, chères étudiantes et étudiants, et à diffuser, il faut diffuser les conseils, il faut être rigoureux dans tout ce que vous allez dire autour de vous et conseiller autour de vous par rapport aux mesures à prendre. Mais une petite note d'optimisme, il faut quand même dire que notre pays a véritablement pris les devants et que ce soit en termes de confinement ou que ce soit en termes de prise en charge. Et j'espère, Inch'Allah, que bientôt tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, merci Madame Taheri. Donc je rappelle quand même à nos étudiants, tous les étudiants de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, vous êtes chez vous, théoriquement en confinement. Vous avez des cours à distance. Je rappelle aussi que nos étudiants de sixième année sont en stage dans quelques établissements de soins de santé de base dans la région de Casastat et aussi en stage dans les différents services du CHE Ibn Rushd. Je rappelle aussi que nos étudiants de septième année sont aussi en stage interné au niveau des différents centres hospitaliers régionaux et provinciaux, notamment dans la région de Casablanca-Stade. Et aujourd'hui, on vous dit que tous vos enseignants
compte réellement sur vous, sur les 7e, les 6e et tous les étudiants pour transmettre un peu à votre entourage quand vous êtes en confinement, mais aussi à distance par les moyens, par les réseaux sociaux, transmettre, vous êtes le relais entre les médecins qui sont sur le terrain et les familles et les citoyens. On compte énormément sur vous pour transmettre un peu les règles, ces règles d'hygiène et ces règles pour essayer de réduire les contaminations et donc réduire la morbidité et donc réduire la mortalité de cette pandémie. On arrive à la fin. Encore une fois, merci à nos 2 enseignants et à très bientôt, Inch'Allah.